parler d'un projet de recherche qui est en cours avec Nadine Levrato, Mathieu Chtiwi et Luc Tessier, qui consiste à essayer de regarder un petit peu le poids de la fiscalité locale dans le bilan des entreprises, sachant qu'actuellement il y a pas mal de réformes en lien avec ça, et de voir un petit peu l'impact qu'ont ces réformes sur les ressources des collectivités locales. Le premier travail qu'on a fait concerne plutôt ce qu'on appelle la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est annoncée comme un des impôts locaux, considéré comme un impôt de production, qui va être amené à disparaître assez prochainement. Alors juste pour faire un tout petit état des lieux sur la fiscalité locale en France, donc souvent la France est vue comme ayant une fiscalité importante sur les entreprises, ce qui représenterait un poids non négligeable par rapport à d'autres pays. Donc on a l'habitude souvent de faire des comparaisons internationales là-dessus, où par exemple on essaye de montrer que finalement en France, l'impôt qui pèse sur les entreprises sont beaucoup plus importants que la situation en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne, voire à l'échelle internationale. Si on revient un petit peu quand même sur cette fiscalité, notamment la fiscalité locale qui pèse sur les entreprises, on s'aperçoit qu'il y a notamment donc, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui pèse pour 46% de l'impôt, de l'ensemble des impôts locaux que payent les entreprises. Et puis après, on va trouver d'autres impôts, type la cotisation foncière sur les entreprises ou ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est un impôt local qui est payé pour financer les transports collectifs urbains. Donc ce poids important, généralement considéré comme handicapant pour les entreprises dans la concurrence internationale et notamment aussi pour l'attractivité du territoire. Et donc depuis une dizaine d'années, on a une volonté de réduire de manière assez importante les impôts qui pèsent sur les entreprises. Donc avec par exemple typiquement la transformation de ce qu'on appelait la taxe professionnelle à l'époque, qui est devenue la CVAE en partie. Et aujourd'hui, on parle encore de la suppression de la CVAE pour justement encore alléger les impôts sur les entreprises. Comme vous le montre là, ce graphique-là, typiquement ce qu'on regarde, c'est que finalement depuis au moins 2013, on a une baisse assez importante des impôts sur les entreprises. À l'inverse, on a une hausse des impôts sur les ménages. Okay, donc si on regarde en termes de répartition, la tendance un peu historique, c'est que finalement la fiscalité ou la pression fiscale sur les ménages a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années, alors que sur les entreprises, on cherche plutôt à les réduire. Donc la suppression de la CVAE est dans cette tendance-là, vise encore à réduire l'impôt sur les entreprises, avec l'idée que ça améliorerait donc la compétitivité des entreprises, ça améliorerait ou renforcerait l'attractivité du territoire, mais il y a aussi un objectif de relance ou de participer à la relance de l'industrie en France à travers cette suppression-là. Voilà. Donc cette suppression, elle était actée normalement pour s'étaler sur 2 ans, donc à partir de 2023. Finalement, elle a été décalée assez récemment jusqu'à 2027, mais en tout cas, la finalité, concrètement, c'est la grande politique du gouvernement ou actée par le gouvernement, consiste justement à la supprimer totalement en 2027. Alors ça pose un gros enjeu puisque la CVAE, finalement, c'est un impôt local dont les recettes sont touchées par les collectivités locales. Donc ça a donné lieu à pas mal de débats avec les collectivités locales et pour l'instant, la position de principe qui est adoptée, c'est les collectivités locales, d'un point de vue global, ne vont pas perdre à cette réforme-là puisqu'elles vont être compensées par un transfert de TVA pour un montant équivalent au montant qu'elles auraient touché collectivement en 2020. Alors, pour faire un rapide état des lieux sur qu'est-ce que la cotisation sur la valeur ajoutée ou qui la paye, donc globalement, ne sont soumis, ne contribuent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que les entreprises qui ont une taille relativement importante, puisqu'il faut que leur chiffre d'affaires soit supérieur à 500 000 euros. Donc, de facto, on a donc les grandes entreprises, on va avoir les entreprises de taille intermédiaire qui vont être soumises, on va avoir une partie des PME et une toute petite partie des TPE ou ce qu'on appelle les micro-entreprises pour faire simple. Par ailleurs, au-delà de ce périmètre de la CVAE, le taux ou le montant payé par les entreprises va dépendre finalement du montant de leur chiffre d'affaires puisque le taux qui est appliqué est progressif
en fonction du chiffre d'affaires. Donc ce qui ressort de ça, ou juste de cette définition-là, c'est qu'on s'attend à ce que finalement, qui soient les grandes gagnants, ou quelles sont les entreprises qui seront les grandes gagnantes de cette suppression-là. On s'attend plutôt à ce que ce soit les plus grandes entreprises et les ETI, mais par contre, pas du tout les petites entreprises. Donc quand on fait le calcul, et donc c'est un peu l'exercice qu'on a fait avec Nadine Levrato, Mathieu Ch'tioui et Luc Tessier, d'essayer de regarder finalement, quand on regarde aujourd'hui, ou quand on regarde avant la réforme, qui payait vraiment ou qui contribuait aux recettes de la CVAE. Nous, on essaie de faire un bilan et donc, quand on regarde, on s'aperçoit que les grandes gagnantes, sans trop de surprise, sont les grandes entreprises, puisqu'elles vont, ou elles payaient avant la réforme à peu près la moitié de la CVAE. Donc, elles vont avoir une baisse très importante de leur fiscalité. Puis après, on va trouver les établissements de taille intermédiaire, donc les ETI, qui, eux, payaient de l'ordre de 32% de l'ensemble de la CVAE. Et puis après, on va trouver les PME pour à peu près 17%. Et finalement, après, les TPE ou les micro-entreprises sont pratiquement inexistantes. Okay, donc, globalement, les grandes gagnantes sont les grandes entreprises, ce qui n'est pas forcément très cohérent avec l'objectif de relance industrielle, puisqu'en fait, on sait que l'industrie est en partie portée par les ETI, les établissements de taille intermédiaire ou les PME. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on regarde en termes de secteur, donc on s'attend à avoir une part importante payée de la CVAE par l'industrie. Donc si on prend une définition très générale de l'industrie et qu'on fait le calcul de un peu quel est le montant payé de la CVAE par l'industrie, on s'aperçoit que l'industrie paye de l'ordre de 23% de l'ensemble de la CVAE. Donc en gros, la suppression de la CVAE va certes bénéficier à l'industrie, mais que de l'ordre de 23%. Quand on regarde les autres secteurs, alors sans décliner, sans être trop long, mais en gros, si on regarde les principaux bénéficiaires, finalement, on va trouver deux secteurs qui bénéficient de manière importante de la suppression de la CVAE. Le premier, c'est le commerce, et le deuxième, c'est le secteur financier. Ces deux secteurs posent question parce que, dans la logique d'améliorer la compétitivité internationale ou la relance de l'industrie, parce que d'une part, ce ne sont pas des secteurs qui participent directement à l'industrie, du moins ce n'est pas des secteurs qui font partie de l'industrie, et d'autre part, c'est des secteurs qui, généralement, lorsqu'ils se développent à l'international, ne produisent pas en France et après ils exportent leurs produits, mais c'est plutôt des secteurs dans lesquels les entreprises vont plutôt investir ou ouvrir des filiales à l'étranger. Et donc, ça peut interroger quand même sur à quel point ça va stimuler ou créer de l'emploi en France. Et puis après, lorsqu'on fait aussi le bilan d'un point de vue spatial, c'est-à-dire lorsqu'on regarde la localisation de ces entreprises-là pour avoir une analyse en termes de territoire, on s'aperçoit qu'en fait, les grandes gagnantes ou les grands territoires qui gagnent à cette suppression de la CVAE, ce sont les métropoles. Okay, alors un peu dans cette logique de la théorie du ruissellement, c'est-à-dire on améliore la situation des grandes métropoles et par différents mécanismes tels qu'ils ont été montrés par Laurent Davzy, ça bénéficierait aux autres territoires. Théorie qui est assez discutée et discutable, mais en tout cas c'est un peu ça la logique. Et donc effectivement là la CVAE va surtout bénéficier aux grandes métropoles, ce qui d'un autre côté va aussi accroître d'une certaine manière les inégalités entre les territoires en France, puisque les autres territoires, les autres intercommunalités, finalement, vont très peu en bénéficier, ou très peu bénéficier de cette suppression. Alors, pour donner juste quelques chiffres, typiquement, la métropole du Grand Paris contribue à hauteur ou les entreprises qui sont localisées dans la métropole du Grand Paris, pour être plus précis, représentent 28% de l'ensemble de la CVAE qui est payée en 2020. Quand on prend les autres métropoles hors métropole du Grand Paris, elles représentent 23%. Là, c'est pareil, il faut faire assez attention parce que quand on traite les métropoles, ou les autres métropoles que la métropole du Grand Paris comme un bloc, ça pose problème puisqu'en fait, on a une hétérogénéité, on a une disparité à l'intérieur de ces métropoles. Quand on prend celles qui en bénéficient le plus, on va trouver finalement Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Toulouse et Nantes, qui vont représenter 14% de l'ensemble de la CVAE qui est payée. Et toutes les autres métropoles, finalement, vont bénéficier de cette réforme-là ou de cette suppression, mais de manière beaucoup plus marginale. Donc en gros, d'un point de vue spatial, c'est très concentré autour des grandes métropoles. Donc comme vous le montre la carte, finalement, ce qui ressort comme EPCI ou comme intercommunalité, c'est surtout les grandes métropoles et principalement celles que j'ai nommées avant. Tous les autres territoires, finalement, vont en bénéficier, mais de manière relativement marginale
par rapport à ces métropoles-là. Donc quand on regarde qui perd, qui gagne, au final, on a du mal à comprendre exactement la cible qui est visée par le gouvernement lorsque on décide de cette suppression-là, parce que l'effet sur l'industrie paraît... Ok, ça va avoir un effet sur l'industrie, mais finalement, ce n'est pas vraiment les secteurs qui en bénéficient le plus. Donc on a un effet d'aubaine qui peut être très important pour d'autres secteurs. Et puis d'un point de vue spatial, on va améliorer surtout la situation des métropoles, sachant que l'industrie n'est pas forcément localisée dans les plus grandes métropoles. Maintenant, lorsqu'on regarde l'autre côté, c'est-à-dire que concrètement, comme je vous l'avais dit, c'est des ressources fiscales qui étaient affectées aux collectivités. Quand on regarde du coup quels vont être ou les enjeux ou les conséquences ou les implications de cette suppression pour les collectivités et pour la fourniture de services publics locaux, ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire que même si le montant à l'échelle globale ou pour l'ensemble des collectivités est censé être compensé à l'euro près par rapport aux calculs qui sont faits en 2020, ça pose quand même pas mal de questions. La première, c'est pour chacune des collectivités, il y a des collectivités qui vont y gagner à cette compensation par la TVA, d'autres qui vont être plutôt perdantes. Donc ça, c'est un gros sujet qui anime pas mal les acteurs locaux et les collectivités pour savoir finalement comment ça va se redistribuer et quelles collectivités vont être gagnantes de ce transfert de TVA et quelles collectivités vont être perdantes. Le deuxième enjeu, c'est que ça pose un problème en termes d'autonomie financière des collectivités territoriales, puisque au fond, elles ne décident pas du tout du taux de TVA. C'est quelque chose qui est complètement décidé par le gouvernement et le Parlement. Et à l'inverse, elles avaient un pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir de taux sur la CVAE, c'est-à-dire que dans certaines fourchettes, elles pouvaient faire augmenter, varier le taux qu'elles appliquaient de CVAE sur les entreprises. Donc, d'une certaine manière, si on regarde le financement des collectivités locales, cette suppression-là va recentraliser complètement la décision publique et faire que les collectivités ont moins de marge de manœuvre sur la politique économique ou la politique de développement économique qu'elles veulent mettre en œuvre dans le cadre de leur territoire. Et puis après, le dernier enjeu ou conséquence ou implication que ça a pour les collectivités territoriales, c'est que finalement, ça détruit d'une certaine manière tout lien entre l'entreprise et le territoire. Puisque accueillir des entreprises, ça apporte des emplois, mais historiquement, ça a apporté aussi des ressources aux collectivités, notamment à travers la CVAE. Mais les entreprises, ça peut aussi apporter ce qu'on appelle en économie des externalités négatives, donc créer un certain nombre de problèmes, type pollution, type congestion, ce genre de problèmes que peuvent apporter les entreprises lorsqu'elles arrivent dans un territoire. Et donc, s'il n'y a plus du tout de lien d'un point de vue financier entre les ressources des collectivités et l'accueil d'entreprises, on peut s'interroger sur finalement à moyen long terme, les collectivités, ou du moins certaines collectivités, pourraient être réticentes à accueillir des entreprises, compte tenu du fait que pour elles, ça peut être des charges d'avoir des entreprises aussi, puisque les entreprises peuvent bénéficier des services publics locaux qui sont proposés par une collectivité ou d'un certain nombre d'investissements publics, et que finalement, si les territoires n'en bénéficient pas du tout d'un point de vue financier, elles vont avoir des problèmes de ressources qui peuvent, à moyen long terme, faire que finalement, elles ont moins d'incitation à accueillir les entreprises dans les territoires, préférant limite avoir les entreprises dans le territoire d'à côté, sachant que ça c'est pareil, il faut avoir en tête qu'un territoire peut accueillir des entreprises, mais les emplois ne sont pas forcément occupés par les résidents du territoire. Ils peuvent très bien être occupés par les résidents de la commune ou de l'intercommunalité qui est à côté. Et donc, on peut avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène NIMBY, qui est finalement, on est content quand il y a des entreprises qui sont localisées pas loin de chez nous, mais finalement, ça peut être préférable qu'ils soient juste à côté, comme ça on n'a pas toutes les conséquences négatives, mais en même temps, on bénéficie du fait que nos résidents occupent les emplois qui sont créés dans ces territoires-là. Donc, de manière générale, cette suppression, elle soulève pas mal de questions et elle paraît, ou du moins elle paraît pas forcément très bien calibrée si on met ça au regard de l'idée de relancer l'industrie en France, parce que il y a un effet d'aubaine qui est très important et il y a pas mal d'implications et d'enjeux pour les collectivités qui ont l'air d'être relativement impensés ou du moins pas suffisamment pris en compte dans la décision.